Le plaisir est toujours renouvelé de savoir que vous êtes déjà devant vos petits écrans pour ce rendez-vous quotidien. Voici le principal titre de ce 13h. 50 ans après sa création, l'université Omar Bongo, première université du pays, va de mal en pire. Du manque d'infrastructures aux grèves à répétition, au dysfonctionnement administratif, en passant par le dérèglement calendaire, rien ne va plus au sein de l'université Omar Bongo Ondimba. Et pour en parler, cet après-midi, nous avons deux invités, pas de moindre. À ma droite, nous avons le professeur Mathurin Ovono Ebé, président du SYNEC, section UOB, qui est le syndicat national des enseignants-chercheurs. Et à ma gauche, en face de lui, nous avons Abdoul Kader, délégué général aux affaires académiques de la mutuelle des étudiants de l'UOB. Avec eux, nous allons justement scruter, parler de ces mots qui minent la première université du pays, qui n'est autre que l'UOB, l'université Omar Bongo. Messieurs, bon après-midi et bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Merci, c'est nous qui vous remercions de nous. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir parce que avec vous qui êtes de la mutuelle et vous qui représentez vous qui êtes du SYNEC, et vous qui êtes de la mutuelle pour représenter un tout petit peu les étudiants, nous allons faire le tour. Mais avant, les étudiants de l'université ont une fois de plus observé un mouvement d'humeur. C'était ce 23 janvier. Ces derniers revendiquent entre autres la réouverture du campus universitaire, le paiement de la bourse et la réappropriation de la bibliothèque actuellement occupée par une université numérique. Le constat est de notre stagiaire Ruth Matianga. Les étudiants de l'université Omar Bongo ont tenu à exprimer leur désarroi par rapport aux multiples difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Une situation qui ne leur permet pas toujours de connaître la réussite dans leur parcours académique. Nous sommes rassemblés ce matin essentiellement autour de 4 points. Le premier point oscille autour de la publication de l'arrêté devant gommer les manquements contenus dans le décret 148. Ensuite, le second point porte sur la réouverture du campus. Vous êtes sans ignorer que depuis 2014, le campus a été déguerpi pour des raisons de réhabilitation des réfections. Les travaux étant achevés, malheureusement, les principaux occupants qui sont les étudiants n'ont jamais regagné les locaux de ces infrastructures-là mis à nos dispositions pour nous permettre de meilleures conditions d'apprentissage. Au-delà d'un quotidien peu orthodoxe, les apprenants de la première université du Gabon ne comprennent pas la création d'une université numérique au sein de leur institution. Nous revendiquons la réappropriation de la bibliothèque universitaire. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la bibliothèque des étudiants de l'université accueille actuellement l'université numérique, ce qui est un peu dommage avec tous les bâtiments qui regorgent notre pays. Pourquoi venir sacrifier une bibliothèque, et pas le moindre, la bibliothèque de la plus grande université du Gabon, pour la transformer en université numérique? Que vont devenir ces ouvrages et que vont devenir les étudiants qui fréquentaient ces lieux-là? Les étudiants grévistes exigent l'accès à Internet, un élément indispensable pour leur apprentissage. Nous exigeons la couverture de l'Internet. Nous sommes à l'aube du numérique, à l'aube du 21e siècle. C'est inadmissible que la plus grande université du Gabon ne soit pas couverte par le Wi-Fi, par l'Internet. À titre de rappel, l'UOB a été créée pour mettre fin à la dépendance du Gabon à l'égard des universités régionales et françaises. Aujourd'hui, l'état de lieu n'est pas réduisant 50 ans après, malgré les états généraux organisés au sein de cette entité. Alors, messieurs, vous avez suivi cet élément de Ruth Matsanga, qui est une des stagiaires que nous avons dans notre rédaction, une stagiaire d'ailleurs qui vient de l'UOB, de l'université Omar Bongo, qui elle aussi attend de soutenir pour pouvoir avancer. Mais, messieurs, nous faisons face à plusieurs mots qui minent l'université Omar Bongo: dérèglement calendaire, manque d'infrastructures, effectifs pléthoriques, manque d'internet, et tout ça, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, professeur Mathieu Ovono Ebé, que l'université Omar Bongo est une université maudite? Non, on ne peut pas dire que l'université Omar Bongo est une université maudite. Je veux dire que la malédiction
n'est pas le fait d'un homme, c'est quelque chose de divin. L'université est abandonnée par les pouvoirs publics. Ce n'est pas de la malédiction. Parce que si c'était de la malédiction, on n'en serait peut-être plus là. Elle serait peut-être déjà fermée, elle ne recruterait plus d'enseignants, etc. Donc, l'université fonctionne, mais ce sont les décideurs qui, justement, décident de ne plus s'en occuper. Si les décideurs décident de ne plus s'en occuper, qui va le faire? Mais on constate quand même qu'à chaque fois qu'il y a un ministre à la tête de l'enseignement supérieur, ce dernier ne manque pas d'évoquer les mots qui minent les universités du pays, principalement l'université Omar Bongo. Mais après, il y a comme un silence absolu autour de ces problèmes. C'est comme si tout allait bien au sein de l'UOB, alors qu'il y a des véritables problèmes connus de tous. Et vous qui faites partie du syndicat national des enseignants chercheurs section UOB, il faut le préciser parce qu'il y en a plusieurs. À votre niveau, comment faites-vous pour porter ces problèmes sur la table de ces décideurs que vous estimez qui ont abandonné l'université Omar Bongo? Alors, le SNEC UOB, depuis que nous avons été portés à sa tête, je veux dire depuis 2020, n'a cessé d'interpeller. Et je me réjouis de me retrouver ici sur le plateau de TV+, parce que TV+, nous a toujours accompagnés dans ce combat. Vous comprenez? On a toujours interpellé. Premier mode d'action. On a toujours observé des mouvements de grève. Deuxième mode d'action. Et ce que nous remarquons, c'est que lorsqu'on interpelle, lorsqu'on rencontre, on interpelle par des points de presse, par des conférences de presse, etc., on rencontre des décideurs avec des documents relatifs à la situation de l'université Omar Bongo. On rencontre même des plus hautes autorités de ce pays avec toute la documentation relative à la situation de l'université Omar Bongo. Mais nous sommes au regret de constater que depuis pratiquement 3 ans, et bien avant, parce que nous sommes là depuis 2020, mais bien avant même, mais depuis que nous sommes là, depuis 2020, tout ce que nous faisons comme interpellation, comme mouvement de grève, etc., est resté lettre morte. Donc, nous pensons que la situation chaotique de l'UOB actuellement est le fait d'une certaine négligence des décideurs de ces pays. Alors, Abdoul Kader, vous qui êtes le délégué général aux affaires académiques de la mutuelle des étudiants de l'UOB, vous êtes étudiant également. Comment vous vivez la situation tous les jours au sein de cette université? Alors, l'université Omar Bongo, comme l'a si bien dit le professeur Hébert, l'université Omar Bongo se porte très mal. Dire que l'université se porte très bien, c'est trahir les réalités que nous faisons face tous les jours. Il ne se passe pas une seule semaine sans que nous ayons un problème d'insécurité ou encore un mouvement de grève, que ce soit du côté des enseignants ou du côté de la communauté estudiantine. L'université, en un mot, se porte très très mal. Est-ce que vous aviez mené des actions en dehors des grèves? Parce qu'après la grève, c'est quand on a forcément entamé des missions de dialogue et que ça n'a pas abouti. On force un peu la main pour voir si la grève peut attirer un peu plus d'attention. Mais est-ce que depuis que vous mettez en place la grève, notamment la dernière en date, c'est celle d'hier observée, où le portail de l'UEB a été barricadé, où des jeunes ne font que revendiquer plusieurs points, sont d'ailleurs sur la table des décideurs, notamment de ceux qui dirigent l'UOB aujourd'hui, même si c'est de manière intérimaire. Est-ce qu'on peut dire que ces dirigeants, ces responsables de l'université font la sourde oreille face à ces points de revendication que vous mettez sur la table pour essayer d'apporter une atmosphère d'apaisement au sein de l'UOB? Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où les étudiants se lèvent et sortent du campus et se mettent soit au portail ou sur la route, c'est que nous avons déjà essayé d'entamer des démarches et que nous n'avons pas eu d'oreille d'écoute. Concernant le mouvement qui s'est passé hier, on revient à 3 mois en arrière, c'est la question de bourse. Nous passons du 404, bac égale bourse, au 148. Ça veut dire que le critère d'âge rentre en compte. Le passage du parcours licence en master, il faut avoir 26 ans à la demande.
chose qui n'a pas été appréciée par la communauté estudiantine. Nous allons revenir sur justement cet arrêté 148 qui pose problème au sein de l'UOB. Nous allons en parler au cours de cette émission, mais je voudrais que nous puissions nous arrêter un temps soit peu pour faire un peu ce tour d'horizon. Est-ce que parmi ces points que j'ai cités, le dérèglement calendaire, la situation administrative, le manque de bourse et ainsi de suite, est-ce qu'il y a d'autres points peut-être que nous avons oublié d'énumérer sur ce plateau, professeur? Oui, il y a un principal point par rapport à la sécurité de l'université Omar Bongo. M. Abdoulkader l'a très bien souligné tout à l'heure. L'insécurité, le vandalisme. Alors, mais le vandalisme et l'insécurité, ça vient parfois des étudiants eux-mêmes. Ça, il faut le dire, parce que au sein de l'UOB, on va le voir d'ailleurs dans cette émission, les étudiants eux-mêmes vendent des stupéfiants au sein de l'université. Les étudiants eux-mêmes agressent leurs camarades de classe et ainsi de suite. Abdoulkader, nous reviendrons à vous, professeur. Est-ce qu'à partir de là, il n'y a pas une grosse responsabilité de la part des étudiants en ce qui concerne un peu tous ces désordres que l'on peut vivre au sein de l'UOB? Alors, si vous soulignez le fait qu'il y ait vente de stupéfiants au sein de l'université Omar Bongo, qui n'est un secret pour personne d'ailleurs. Exactement. C'est-à-dire que, d'une part, si les étudiants que nous sommes représentants de la mutuelle n'avons pas de position de force, ça veut dire que l'État peut mettre en place une police universitaire. Et je vais vous poser la question de savoir, est-ce que les actes de vandalisme que l'on observe au sein de l'université se passent aux heures de cours ou après les heures de cours? Ça, c'est la question à laquelle vous pouvez répondre pour édifier les téléspectateurs. Alors, c'est juste pour vous dire que lorsque le professeur Hébert remet sur la table le problème d'insécurité, c'est pour vous dire que tout ce qui se passe comme vandalisme, comme vol aggravé au sein de l'université, se passe après les heures de cours. Ça veut dire après 18h, entre 18h et 5h du matin. Entre 18h et 5h du matin, l'université n'est pas sécurisée. Tout le monde rentre comme au marché. Et je me dis même qu'au marché, dans un magasin, lorsque vous rentrez, vous êtes quand même surveillé, il y a des caméras de surveillance. Mais l'université Omar Bongo est un passage qui mène à divers horizons. Vous allez derrière l'Assemblée, vous êtes à Nelson Mandela, vous passez par l'université. Les gens repèrent ce qui peut venir prendre la nuit. Personne ne surveille l'université. L'université est abandonnée à elle-même. Et c'est une question de volonté politique. Alors, professeur Mathurin, Abdoulkader accuse l'État, finalement on accuse l'État de tout, dans tous les secteurs. Est-ce que là on ne peut pas aussi parler de la responsabilité de l'étudiant en ce qui concerne le cas de vandalisme au sein de l'UOB? Parce que quand on parle de la vente des stupéfiants, il y a des étudiants qui sont comptés parmi ces vendeurs de stupéfiants et même des consommateurs. Nous ne faisons pas le procès de l'étudiant, mais nous sommes ici pour essayer de restituer un tout petit peu les responsabilités des uns et des autres. Bien, pour répondre à votre question, j'aimerais que vous vous situiez à la cuisine de votre femme avec 2 récipients, ou du moins avec 2 instruments. Il y a une passoire, il y a un seau d'eau, un seau vide. Prenez une passoire et mettez-y de l'eau et vous verrez si cette passoire peut retenir de l'eau. Prenez un seau, mettez-y de l'eau et vous verrez si cette eau peut retenir de l'eau. Pour dire que l'UOB est une passoire. Et depuis que nous disons qu'on ne peut pas parler de sécurité à l'UOB tant que la barrière n'est pas réhabilitée et tant qu'elle n'est pas étanche. Le SNEC UOB avait proposé en son temps, dans un mémorandum que nous avons remis à toutes les institutions de la République, nous avons proposé une barrière d'au moins 4 mètres avec des portails à toutes les entrées. Ça n'a jamais été fait. Pire, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que l'espèce de barrière qu'il y avait à l'UOB était quand même en béton. En béton colonial. Alors, on remplace ce béton par du mortier. Et qu'est-ce qui fait ce travail? Mais c'est l'État. Ça veut dire que l'État a décidé de rendre vraiment l'université éternellement poreuse. Comment sécuriser? Est-ce que c'était pas dans le souci de moderniser un tout petit peu? Parce que c'est vrai que c'était du béton à l'époque, comme vous êtes en train de le dire. À l'époque coloniale, a ajouté Abdoulkader. Peut-être c'était dans le souci de moderniser un tout petit peu l'UOB. Si on veut moderniser l'UOB, faites une barrière comme celle de la prison centrale ou encore du camp de gendarmerie. C'est une barrière moderne, carrelée et en hauteur.
Si on veut moderniser, faisons les choses dans les règles de l'art. Cette barrière, je vous dis, même un enfant de 6e peut la sauter. Mais non seulement une barrière haute, carrelée, et tout. Si on veut la carreler, mettons du béton armé. La preuve est que, pendant qu'on réhabilite la barrière, je veux parler de la zone Plein-Oreti, ambassade de Russie, mais après le passage des maçons, des ouvriers, mais on la trouve une fois de plus. Vous voyez, ce qu'on voudrait, c'est que qu'on mette en place une police universitaire. C'est un vieux projet qui devient finalement un serpent de mer. Dernièrement, il y a eu un conseil d'administration et le ministre des tutelles nous a présenté une colonelle qui se serait occupée, qui serait chargée de la police universitaire. Non, police scolaire. D'accord. À l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale. Alors, entre le conseil d'administration et aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 à 4 mois, si j'ai bonne mémoire. Alors, lorsque nous avons crié au vandalisme à tout va, le recteur de l'université, Omar Bongo, a convoqué un conseil rectoral extraordinaire. Autour de la table, il y avait tous les représentants des forces de défense et de sécurité. Alors, depuis lors, rien ne va. On ne voit rien bouger. Donc, nous pensons que, alors que le problème de sécurité est une urgence, j'ai envie de dire que c'est la première urgence de l'université actuellement, avant les autres urgences pédagogiques, etc., administratives. Parce qu'on ne peut pas parler de sécurité à l'université Omar Bongo sans parler de la barrière de l'université Omar Bongo. Donc, il faudrait que les autorités, que les pouvoirs publics le comprennent. Sécuriser d'abord l'université Omar Bongo et le problème des stupéfiants trouvera une possible solution. Et d'autres problèmes trouveront d'autres solutions. Donc, la première urgence actuellement à l'UOB, c'est cette barrière qu'il faut rendre étanche, qu'il faut équiper de portails à toutes les entrées. C'est à partir de ce moment que, vous verrez qu'avec cette barrière, on a la police universitaire au portail, à toutes les entrées. Il n'y aura plus accès aux stupéfiants, par exemple. Et les vandales qui se livrent à cœur joie à partir de 18h, de 18h à 5h du matin, ne viendront plus. À partir de ce moment, on pense sécuriser la pédagogie, l'administration, l'académie au sein de l'université Omar Bongo. Sans cette barrière, il n'y a point de sécurité. Est-ce que quand l'ancien Premier ministre Julien Korgbekale était passé au sein de l'UOB pour détruire le bunker, est-ce qu'il y a eu d'autres promesses qui sont allées dans ce sens? Et que devient d'ailleurs ce bunker qui a été détruit, Abdul Kader? Vous l'avez si bien signifié ici, le bunker a été détruit dans l'optique de pouvoir cesser le trafic de stupéfiants au sein de l'université. Mais malheureusement, on peut détruire le bunker. Le bunker n'était pas un édifice spécifique à la vente des stupéfiants. C'était quand même un siège où même les étudiants avaient peur d'y accéder parce que c'est là-bas que presque tout se faisait. Ce que j'ai dit, ça là, c'est pas un siège spécifique, ça n'a pas été construit pour ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où il est détruit, ils peuvent se déporter vers un autre site qui est abandonné pour s'installer. Une chose qui est d'ailleurs pratique aujourd'hui à l'université. Ça veut dire que c'était pas la solution au problème. Non, c'était l'une des solutions, mais pas la solution. La détruire dans un premier temps et trouver des stratégies pour empêcher que ces personnes ne puissent s'installer ailleurs. Parce que détruire, c'est bien de détruire, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Le bunker est détruit, mais il y a toujours la vente des stupéfiants, c'est l'université. Là, nous parlions de la question sécuritaire, professeur Ouvono, et en ce qui concerne le dérèglement calendaire, c'est dû à quoi concrètement? Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une université qui n'a pas un calendrier scolaire respecté? Vous savez, M. Djoko, je vais toujours revenir au début de l'année 2020, pardon. Lorsque nous arrivons à la tête du SNEC UOB, c'est en plein Covid. Nul n'ignore que toutes les universités, tous les établissements ont été fermés le 12 mars 2020. Bizarre coïncidence. Le 12 mars 2020, alors il était question de redémarrer les activités au sein des établissements, et principalement à l'UOB.
il y a eu une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les principaux responsables et partenaires des établissements de l'enseignement supérieur. La rencontre a eu lieu à l'IUSO, à Stéphane. L'OSNEC avait proposé en son temps que plutôt que de chercher à relancer les activités pour le compte de l'année 2019-2020, les relancer en mai, il fallait mieux blanchir cette année. Penser à la reconstruction de l'université Omar Bongo. Quand je parle de reconstruction infrastructurelle, reconstruction juridique, reconstruction administrative, et redémarrer l'année 2020-2021 sereinement. Et ce qui n'allait pas condamner le Gabon auprès des institutions internationales, puisque le monde entier savait que la pandémie devait avoir des incidences néfastes sur le fonctionnement des établissements, des institutions. Donc, nous avions proposé à l'époque à la tutelle de se saisir de cette occasion pour tout reprendre, tout remettre à plat pour commencer une nouvelle année 2020-2021 en septembre. Ça avait été refusé. Et je vais ici dire vraiment mot pour mot ce que le ministre m'avait répondu à moi ce jour-là. C'est la raison pour laquelle on vous a fait venir d'ailleurs. Le ministre Moukani à l'époque, lorsque je lui dis, monsieur le ministre, redémarrer les activités dans ces conditions serait du bricolage. Et il nous avait répondu, je préfère le bricolage et je l'assume. Voyez-vous? Alors, donc, lorsque nous redémarrons l'année, bien évidemment, une année qui n'avait pas commencé en septembre 2019-2020. L'année 2019-2020 commence en janvier. Donc, on est déjà dans le dérèglement calendaire. 2019-2020 commence en janvier. On arrête en mars. Lorsqu'on va redémarrer en septembre, en septembre, il faut rattraper l'année, les autres semestres. Et c'est ce qui nous conduit à 2021, février ou mars 2021, pour reprendre l'année, pour démarrer l'année académique 2020-2021. Ce qui peut peut-être justifier un peu ce dérèglement calendaire. Nous allons revenir à vous pour que vous puissiez nous expliquer. Mais vous, Abdoul Kader, sachant que vous êtes le délégué général aux affaires académiques de la mutuelle des étudiants de l'UOB, vous, au sein de la mutuelle, comment vous vivez cette situation de dérèglement calendaire et qu'est-ce que vous faites pour justement rattraper les choses? Parce que c'est quand même une situation qui est inquiétante, non seulement pour vous les étudiants, mais aussi pour les parents qui permettent à ce que vous puissiez être au sein de l'UOB pour poursuivre vos études. Oui, effectivement, situation très, très, très accablante parce que nous avons toujours des retours des étudiants qui, d'ailleurs, nous-mêmes sommes des étudiants. Nous sommes en difficulté parce que nous sommes la courroie de transmission entre l'administration et les étudiants. Donc, si le président du SNEC propose une année blanche pour réorganiser l'institution qui est l'UOB et que le ministre refuse, mais nous, les étudiants, ne pouvons pas prendre, n'est-ce pas, le devant pour dire nous voulons faire l'année blanche parce que nous, on veut rattraper. Malgré tout ce qu'on fait, on est toujours incapable d'avoir un calendrier stable à l'UOB. Nous pouvons démarrer l'année en octobre, mais je vous dis, entre octobre et janvier, on va forcément avoir un problème. Et qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là, professeur? Qu'est-ce qu'il faut? C'est vrai, vous aviez eu des rencontres avec l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-de-Dieu Moukani Ouangou, qui vous a donné sa réponse que vous nous aviez donnée sur ce plateau. Et alors, face à ça, face à toutes ces situations, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener le calendrier scolaire de l'UOB à jour afin que les étudiants puissent avancer de manière sereine? Monsieur Djoko, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quel œuf il faut casser justement? Dites-nous clairement ce qu'il faut. Oui, dites-nous clairement ce qu'il faut. Si on veut manger les œufs durs, on continue dans ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire du bricolage. Nous sommes fin janvier aujourd'hui. L'année 2022-2023 n'a pas encore commencé à l'UOB. Nous sommes encore en train de calculer les moyennes de l'année 2022-2023.
2021-2022 pour essayer de la boucler. Vous comprenez? Non, M. Djokou. L'OSNEC UOB a toujours proposé une année blanche. Une année blanche qui interpellerait chaque niveau de responsabilité. Lorsqu'on propose une année blanche, ce n'est pas pour aller croiser les bras. Nous proposons une année blanche pour que ce qu'il y a à construire au niveau des infrastructures soit construit. Pour que ce qu'il y a à revoir au niveau des textes qui régissent l'UOB soit reconstruit. Pour que tout cela soit refait. Donc, ça permettra, des exemples, on en a à foison. À Ouattara, lorsqu'il arrive, Alassane Ouattara, lorsqu'il arrive à la présidence de la Côte d'Ivoire, mais il observe 2 ou 3 ans d'années blanches. 3 années blanches pour repenser l'université ivoirienne. Et depuis qu'ils ont redémarré, oui, on ne peut pas dire que tout est clair comme l'horloge, mais quand même, des mouvements qu'il y a sont des mouvements mineurs, pas des mouvements qui vont jusqu'à, on va dire, perturber le déroulement des activités académiques. D'accord. Juste avant de prendre cet élément qui va arriver, professeur Mathurin Ovono-Ebey, vous, au sein de la mutuelle, est-ce que vous serez d'accord pour 1 ou 2 années blanches au sein de l'UOB afin de tout mettre à plat pour justement redémarrer de manière sereine? Alors, être d'accord pour 1 année blanche ou 2, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des étudiants qui sont en instance de soutenance. Ça veut dire qu'effectivement, la proposition de Mathurin Ovono-Ebey ne vous arrange pas tellement. Non, elle ne peut pas nous arranger. Cette décision ne peut pas arranger la communauté estudiantine de faire 1 ou 2 années blanches. Et sachant que l'âge ne fait que passer, certains sont en instance de soutenance depuis peut-être 3 ans, ils n'arrivent pas à soutenir. S'il faut encore observer 2 ou 3 ans, ça fera 5 ans. Est-ce qu'ils auront le courage de revenir soutenir? Ça, je ne pense pas. Vous voyez, en fait, tout le problème de l'université, c'est-à-dire que lorsque nous proposons des solutions, qui sont des solutions, on va dire, énergiques, rigoureuses, l'étudiant gabonais actuellement, je regrette de dire ça, mais qui visiblement manque de responsabilité, n'est pas prêt. Moi, je pense souvent l'exemple personnel. J'ai redoublé des classes pendant mon cursus. J'ai redoublé des classes. J'ai repris la 3e, j'ai repris la terminale, j'ai repris la première année dans ce pays. Mais ça ne m'empêche pas d'être enseignant d'université aujourd'hui. Nous allons revenir à vous et aussi... Je veux dire que lorsque l'étudiant refuse la solution de l'année blanche pour tout remettre à plat, c'est que il ne doit pas se plaindre du dérèglement calendaire et ce n'est pas responsable. Mathurin Ovono-Ebey, le professeur Mathurin Ovono-Ebey vous accuse d'irresponsabilité. Vous représentez les étudiants sur ce plateau et il vous accuse d'irresponsabilité parce que vous refusez de sacrifier 1 année pour avoir peut-être le reste de la vie de manière sereine au sein de l'UOB. D'accord, je concède au professeur ce qu'il avance. D'ailleurs, c'est son opinion. Nous sommes ici pour défendre chacun de nous ses opinions. Mais apporter aussi des solutions, faire des propositions de solutions pour... 1 année blanche ou 2 années blanches pour repenser l'université, je me dis c'est trop. Je me dis c'est trop, pourquoi? Parce que la pandémie à Covid-19 a enseigné le monde entier. Tout le monde a essayé de repenser son système de fonctionnement, sauf certainement notre université. Donc, vous voulez dire que pendant cette période de la Covid, qui était un tout petit, qui devait être perçu comme une manne venue du ciel pour l'UOB, il fallait que les étudiants, les syndicalistes et les gouvernants s'asseyent à ce moment-là pour pouvoir gérer. On pouvait profiter de cette occasion pour repenser et savoir sur quelle base repartir. Parce que je crois qu'on a fait près de 6 mois. On faisait des cours à contre-gouttes. On pouvait le penser parce que nous sommes l'une des seules universités au monde à ne pas avoir fait de cours à distance. Hein. Ça, je vous le dis. L'université Omar Bongo, la première université du Gabon. C'est une insulte. C'est une insulte que partout ailleurs dans le monde, même à côté au Cameroun, ils ont fait des cours en ligne, mais l'université, non. On a précipité le retour des étudiants en amphi pour pouvoir terminer le programme.
Professeur Ovono-Hébert, vous voyez que le raisonnement quand même du représentant de la mutuelle ou encore des étudiants semble plausible, parce que pendant cette période de la Covid-19, c'était une occasion pour vous et pour les autres de pouvoir repenser, même si c'était à minima, le fonctionnement de l'UOB. Mais, Monsieur Djoko, je vous répète ce que depuis que nous avons commencé ici, je ne fais que vous dire. C'est-à-dire que nous avons justement saisi l'occasion de la Covid pour dire arrêtons. Arrêtons un moment. Et je me rappelle que j'avais même commis un texte en citant Pierre Akeningue, en disant, si tu cours, arrête-toi un moment. Si tu fais du bricolage, arrête-toi un moment. La Covid nous avait permis de nous arrêter un moment, et le SNEC UOB, le SNEC de façon générale d'ailleurs, avait proposé au ministre de l'Enseignement supérieur d'arrêter, de convoquer des états généraux, je ne sais pas, d'enseignement supérieur, et de repenser l'enseignement, le système d'enseignement supérieur au Gabon. Pendant ces 6 mois-là, il l'avait refusé. Et j'ai même envie de dire, je n'accuse pas les étudiants, c'est-à-dire que lorsque le SNEC portait ce combat-là, on aurait bien voulu entendre la mutuelle aller dans ce sens. Mais nous n'avons pas entendu la mutuelle dire quoi que ce soit dans ce sens. Et je me rappelle encore que RFI avait fait un reportage justement sur l'UOB à l'époque. Et lors de ce reportage, il m'avait tendu le micro, en fait il m'avait fait une interview et ils avaient fait réagir les étudiants. Je peux vous faire passer la bande parce que je l'avais enregistré. Sur les 4 étudiants qui avaient été interrogés, on est en 2020, sur l'année blanche que proposait le SNEC UOB, les 4 ont été contre cette solution. On était en mars 2020. Voyez-vous? Donc, vous voulez dire que vos actions en ce qui concerne le dérèglement calendaire au sein de l'UOB, vos actions sont plus ou moins contrées par la mutuelle? Je veux dire que la mutuelle, pour des raisons qui sont les leurs, ne veut pas des solutions proposées par le SNEC UOB par rapport au problème du dérèglement calendaire. Ce que la mutuelle accepte, c'est ce que nous faisons actuellement et que nous peinons à réaliser. D'accord, nous allons revenir là-dessus, professeur, pour dire que face à la quête de solutions, par rapport aux plusieurs mots qui minent l'université Omar Bongo, vous aviez saisi la Cour constitutionnelle. Vous avez saisi la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'arrêté 0020 du 30 novembre 2022. Alexandre Mba nous en dit plus dans ce reportage et nous reviendrons très rapidement sur ce plateau avec nos 2 invités. Dans une lettre adressée à la Cour constitutionnelle, le syndicat national des enseignants-chercheurs a demandé à l'institution l'annulation de l'arrêté 0020 du 30 novembre 2022. Pour le SNEC, cet arrêté ministériel n'est pas conforme à la loi en vigueur. Le SNEC a saisi la Cour constitutionnelle parce que nous avons considéré cet arrêté ministériel contralégué. C'est pour cela que, en saisissant la Cour constitutionnelle, nous avons visé l'article 85 de la Constitution, qui tout de suite stipule l'annulation ou la suspension de toute procédure en cas de saisine de la Cour constitutionnelle. Pour ne pas faire dans la langue de bois, cette entité syndicale du supérieur a réitéré sa posture à la tutelle. Dernièrement, le secrétaire général de l'université a convié les partenaires sociaux et toutes les forces vives de l'université. Et au cours de cette réunion, le SNEC UOB a rappelé que cette procédure était suspendue tout simplement parce que le SNEC avait introduit un recours en annulation à la Cour constitutionnelle. Une approche qui semble-t-il apporter des fruits en attendant la décision finale de la haute juridiction. Jusqu'ici, on peut dire que l'action a porté des fruits puisque la procédure est suspendue. Nous sommes suspendus à la décision de la Cour constitutionnelle maintenant en espérant obtenir gain de cause, c'est-à-dire le retrait pur et simple de l'arrêté
0020 du ministère de l'Enseignement supérieur. La situation est loin de se normaliser au sein de l'enseignement supérieur. Du cahier de charges qui n'a pas encore trouvé solution au décret 0020 du 30 novembre 2022, en passant par l'incarcération de leur leader Jean-Rémy Yama, l'on est en droit de se demander à quand le calumet de la paix entre la tutelle et le SNEC. Professeur Mathurin Ovono-Hébert, qu'en est-il de la suite de cette saisine de la Cour constitutionnelle par le SNEC? L'arrêté 0020 que vous venez de citer, effectivement, a été annulé par la Cour constitutionnelle. Et ce que nous dénonçons, ce que le SNEC dénonce, c'est justement l'arrogance. Et je vais vraiment dire les choses telles qu'elles se présentent. L'arrogance de la tutelle. Parce que lorsqu'on veut la paix dans son foyer, lorsqu'on veut la paix dans son ministère, ce qui se passe, c'est que un arrêté qui a été annulé par la Cour constitutionnelle, s'il faut le rédiger à nouveau, il faudrait s'entourer justement des partenaires sociaux qui ont contesté cet arrêté. Alors, il paraît que nous sommes en dialogue social actuellement. Qui est prôné par les gouvernants, prôné par le chef de l'État. Mais j'ai envie de vous dire que depuis que le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place ce dialogue social, que nous, au niveau du SNEC, on qualifie de simulacre de dialogue social, on ne s'est jamais retrouvé, et ça fait plus de 6 mois actuellement que le dialogue social a été mis en place. On ne s'est jamais retrouvé pour discuter d'un seul problème de l'enseignement supérieur. Voilà que l'opportunité se présente. La Cour constitutionnelle donne une opportunité à la tutelle pour pouvoir, un tant soit peu, mettre en place ou initier ce dialogue social ou le mettre en pratique. L'un des éléments qui aurait pu amener la tutelle à discuter avec le SNEC était justement l'annulation de cet arrêté. Quand vous parlez de la tutelle, vous parlez du ministère ou bien du rectorat? Non, le rectorat n'a rien à voir dans ce qui se passe. D'accord. Nous parlons du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, le ministère aurait dû convoquer le SNEC, pas seulement le SNEC, tous les partenaires sociaux compris dans ce dialogue social, et dire, nous avons proposé un arrêté. Il a été contesté. Voilà, comment fait-on pour présenter un arrêté qui ne soit contesté par personne? Il ne l'a pas fait, elle ne l'a pas fait pour la tutelle. On nous a promis un autre arrêté qui devait être publié le 23, donc hier. Ce n'est pas fait. Vous voyez? Donc, nous avons l'impression que est-ce que cet arrêté qui devrait être publié hier le 23, est-ce que vous avez les contours ou bien le contenu de cet arrêté? Aucunement. Justement, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que l'arrêté sera encore publié. Et vous allez encore le contester. On va encore le contester. Exactement. Alors, Abdoul Kader, tout à l'heure, avant de prendre l'élément sur le SNEC qui avait saisi la Cour constitutionnelle, le professeur Mathurin Ovono-Hébert parlait de l'irresponsabilité des étudiants, on parlait du blocus que les étudiants font un peu contre la stratégie qu'ils mettent en place pour pouvoir régler le problème du dérèglement calendaire. Vous, qu'est-ce que vous proposez au sein de la mutuelle? Parce que si eux, ils proposent de faire une année ou 2 années blanches pour repenser le système éducatif au sein de l'UOB et que vous contestez, ça veut dire que vous avez peut-être vos propositions à vous. Quelles sont ces propositions? Alors, avant de répondre, je vais d'abord revenir sur un élément qu'a souligné le professeur, en disant que lors de la dernière manifestation, il a été interviewé par RFI et qu'il y avait 4 étudiants qui étaient justement contre. Et par la suite, il regrette le fait que la mutuelle ne soit pas à ses côtés au moment où il y a des manifestations. Mais je tiens aussi à rappeler que la mutuelle dont j'en fais partie, c'est une nouvelle mutuelle qui a été installée en 2022. Donc, la mutuelle de 2020, je ne la reconnais pas, mais je suis un étudiant de l'université Omar Bongo. Je n'ai pas le pouvoir de décision en ce temps de 2020. Ce qui vient à dire que si le professeur avait proposé l'année blanche, n'est-ce pas, avec des mesures d'accompagnement, nous sommes en période Covid. Ça veut dire, nous faisons déjà des cours en ligne. On décide l'année blanche à l'université pour repenser et reconstruire. Mais nous continuons les cours en ligne, ça ne devait déranger personne, dans la mesure où il y a la continuité de l'administration. L'institution fonctionne,
même à distance. Mais nous n'avons pas ça. Certes, le SNEC et les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement, vont s'asseoir pour décider. Les étudiants seront à la maison assis. Mais est-ce que là, c'est pas une solution plutôt qui pourrait arranger tout le monde, professeur Ovono? Parce que, effectivement, ce qu'il dit est intéressant. Même si on peut parler d'années blanches et que les étudiants suivent les cours peut-être à distance, ça pourrait peut-être permettre à ce que vous, le SNEC et les autres partenaires sociaux et aussi la tutelle, vous puissiez justement repenser la manière de dispenser, non seulement de travailler au sein de l'UEB, mais aussi de régler ce problème de dérèglement calendaire. Je ne partage pas cet avis, M. Djoko, d'autant plus que pour faire des cours à distance. On va de contestation à contestation, finalement. C'est-à-dire que pour organiser des cours à distance, il faudrait que notre université soit déjà équipée du système informatique qui s'y est. L'université Omar Bongo... L'un des points qui a suscité la sortie dans la rue des jeunes, des étudiants hier. L'université Omar Bongo aujourd'hui n'est pas arrosée en Wi-Fi. L'université Omar Bongo aujourd'hui n'a pas Internet. C'est-à-dire que si vous voulez avoir Internet à l'université, il faudrait que ça soit, je veux dire, la couverture du rectorat, qui peut-être, je veux dire, est une idée du seul recteur qui a voulu équiper son cabinet d'Internet. Si vous voulez avoir Internet aujourd'hui, c'est peut-être le doyen qui a voulu équiper son cabinet d'Internet. Il n'y a pas une politique d'ensemble. Mais concrètement, professeur Mathureau Ovono, professeur Mathureau Ovono, c'est quand même aberrant de pouvoir faire comprendre aux téléspectateurs que l'université Omar Bongo n'arrive pas à se doter d'une connexion Internet fiable pour des étudiants, la première université du pays. Vous qui êtes dans des secrets, parce que nous savons que vous êtes dans des secrets, parfois quand vous allez en concertation, il y a des choses qui se disent. Comment on peut expliquer, comment on peut justifier ce manque d'Internet au sein d'une université comme l'UOB? Bon, alors, je reviens à la volonté politique. Vous comprenez? Lorsque le ministre Mekamen décide, de commun accord d'ailleurs avec les partenaires sociaux, etc., l'augmentation des frais de scolarité. La première raison était la couverture en Wi-Fi de l'université Omar Bongo. C'était la première raison. C'est ce qui pouvait justifier l'augmentation des frais de scolarité à l'UOB. Voilà. D'accord. Le ministre Mekam avait dit en son temps que les étudiants soient satisfaits. Je ne voudrais plus avoir des grèves à l'université parce que les étudiants réclament Internet. Et je ne voudrais plus avoir des grèves à l'université parce que les enseignants réclament leurs heures de vacation. Alors donc, depuis lors, des démarches ont été menées. Est-ce que les frais de scolarité ont été augmentés? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un surplus qui va dans les caisses de l'État. Très bien. De l'État. Parce que jusqu'à présent, justement, le SNEC UOB propose que l'université Omar Bongo dispose d'un compte dans une banque commerciale pour pouvoir gérer ses ressources propres. Voilà. Et cela, quand je dis je reviens aux politiques, cela est refusé. Parce que je parlais tout à l'heure d'autonomie. Le politique crée une institution, mais il ne crée pas une institution pour que la politique la gère. Le politique crée une institution, pas pour que la politique la gère. Le politique crée une institution pour que l'État la gère. Alors, si l'État pense que l'université doit être autonome, c'est dit dans les textes, mais il faudrait que l'État donne tous les moyens de cette autonomie à l'université. Et ça part d'une autonomie de gestion, une autonomie complète. Alors, Abdoul Kader. Les étudiants, je vais m'excuser, monsieur. Très rapidement. Les étudiants ont vu leurs frais de scolarité augmenter. Mais pour que l'université dépense justement ces frais de scolarité selon ses plans, ses projets, mais il faudrait d'abord qu'il y ait un conseil d'administration. Mais pour que le conseil d'administration se tienne, il faudrait que l'argent, donc ces frais de scolarité, soient décaissés par le Trésor parce que ça passe par le Trésor. Alors, lorsque nous pensons que les inscriptions, lorsque nous étions à 35 000 étudiants, donnaient à l'université Omar Bongo 1,4 milliard.
Mais ce milliard 4 n'était jamais reversé totalement parce que justement l'unicité des caisses ne le permettait pas. Voilà. Il faudrait une autonomie totale de l'université pour essayer de voir comment l'université se développe par elle-même. Oui, Abdulkader, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait, comme le dit le professeur Mathurin Ovono-Hébert, que le problème de l'université, c'est le politique? Effectivement, je verse d'ailleurs dans l'autosatisfaction par rapport à ce qu'il avance. Moi, j'ai toujours pensé, dans mon fond intérieur, qu'une université se gère par les universitaires. L'université doit posséder un compte privé. L'argent des inscriptions doit directement être reversé dans ce compte de l'université pour avoir une autonomie financière. Aujourd'hui, nous sommes passés de 9 000 à 35 000 francs. Je veux dire, si nous prenons de 2015 à 2022, si l'UOB avait son compte privé, l'UOB pouvait avoir des prêts à travers des banques pour développer ces infrastructures. On n'avait pas besoin d'attendre que le politique décide pour venir construire 1 ou 2 amphis. Ça veut dire on a un recteur et on met en place un système managérial pour repenser l'université pendant qu'il fonctionne. Il nous faut, je vous dis, si l'université est autonome, en 5 ans, c'est-à-dire en 5 ans, ceux qui ont quitté le pays, en rentrant au pays, en 5 ans après, ne vont pas reconnaître l'université. Parce que c'est bien beau de dire, on veut raser, mais on peut construire en rasant. Ça veut dire, on démarre les constructions qui ont été détruites au préfabriqué, on démarre les constructions là-bas. Une fois que cette partie est terminée, ceux qui faisaient cours plus haut vont se déverser vers le préfabriqué et au fur et à mesure, on va reconstruire l'université. Mais c'est un problème d'autonomie financière. L'université, l'argent de l'université n'existe que par des chiffres. Mais qui gère cet argent? Vous vous rendez compte que même, vous arrivez par exemple à la scolarité, on vous dit on a un problème de papier, un problème d'encre. Pourtant, les frais de scolarité ont été augmentés. De 9 à 35 000 francs CFA. À 35 000 francs, comme on l'a si bien dit. Moi, d'ailleurs, j'ai une information qui dit que l'université devait être couverte en réseau Wi-Fi. Mais il se trouve que entre le portail et le département de géographie, il y a un câble souterrain qui a été sectionné par l'entreprise qui faisait les travaux. Et c'est là où le chantier s'est arrêté pour la couverture du réseau Wi-Fi. Mais lorsque c'est sectionné, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne tout parce qu'on a changé le ministre de tutelle. Ça veut dire que l'université et en même temps, le ministère de l'enseignement supérieur est en perpétuel recommencement. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut recommencer et ça ne fait pas gagner à l'université. Parce que l'université est toujours pointée du doigt. C'est toujours pointé du doigt, le gouvernement aussi, c'est le politique qui est au centre de tout, à vous entendre parler. Abordons à présent le décret 148 en question. De quoi il s'agit-il? Pourquoi est-ce que ce décret pose autant de problèmes au sein de l'université Omar Bongo, notamment au niveau de vous les étudiants? Alors, le décret 148 qui vient ici abroger le 404 cause un dérèglement total. Parce que le 148 vient trouver des étudiants qui sont déjà dans le circuit. C'est-à-dire, il trouve des étudiants qui sont partis de licence 1 en licence 3. Ils veulent postuler pour le master. Parce qu'il faut rappeler qu'on ne passe pas en master à l'université, on s'inscrit en master. C'est-à-dire, vous devez avoir la moyenne requise 12, vous devez proposer un projet qui doit être défendu, qui doit être ici siégé par une commission scientifique afin d'être validé. Et là, vous pouvez vous inscrire en master. Donc, on vous demande 12. On vous demande de proposer un projet en rapport avec ce que vous voulez faire en master. Et on vous demande, par la suite, si c'est validé, de vous inscrire. Mais le 148, ici, lui, il vient clairement dire que si vous n'avez pas 26 ans à la demande, pour le master, vous n'avez plus de bourse. Donc, même le bac n'est plus égal à la bourse, comme c'était avant dans le 404. L'âge n'avait pas de problème. Mais aujourd'hui, l'âge pose problème parce que nous connaissons les conditions dans lesquelles les étudiants apprennent à l'université Omar Bongo. Ça, nous n'allons pas le cacher. Nous n'avons pas de bibliothèque numérique. Et les ouvrages que nous avons à la bibliothèque, depuis un moment, nous n'avons pas accès. Depuis la réhabilitation de cet édifice-là, nous n'avons pas accès. Nous ne savons pas pourquoi ce n'est pas réouvert à nouveau à la communauté estudiantine, mais les étudiants ne vont plus consulter les œuvres là-bas. Mais c'est occupé par une université numérique, comme cela est dit. C'est occupé par une université numérique. Vous parlez de la bibliothèque numérique, on vous offre une université numérique. Non, je ne veux pas qu'on sème le trou ou encore
que l'on rentre dans la cacophonie. Non, c'est pour permettre à ce que le téléspectateur comprenne. Il faut qu'il comprenne, parce que ce qui est dit et ce qui est observé au sein de la bibliothèque universitaire, c'est deux choses différentes. La bibliothèque universitaire, il y a une partie, une salle d'informatique qui était dédiée aux enseignants pour leurs travaux. Il faut bien préciser, ils ont une salle équipée d'ordinateurs pour les travaux et une grande salle de réunion. C'est cet espace-là qui est occupé par l'université numérique. La salle de réunion. La salle de réunion et la salle des enseignants. D'accord. Et non l'espace qui a été dédié pour la consultation des ouvrages. Bon, on me fait signe du côté de la régie, si vous le permettez, chers invités, que nous allons prendre ce dernier reportage parce que face à ces différentes revendications, les jeunes étudiants, pour d'aucuns qui ont fréquenté l'université Omar Bongo et qui se sont retrouvés ailleurs dans des autres établissements d'enseignement supérieur, on fait des propositions. On fait des propositions au micro de notre stagiaire Ruth Matianga. Elle a eu à recueillir ces propositions, c'était ce matin. Regardez. À l'université Omar Bongo, pour que l'apprentissage aille mieux, il faut démanteler le banditisme qui est grandissant là-bas. C'est-à-dire que là-bas, il y a des ventes de stupéfiants. Ça, c'est quelque chose qui ne s'écarte plus, c'est d'ailleurs courant. Et il y a bien trop d'étudiants dans les salles de classe, c'est-à-dire que l'UOB est déjà surchargé, donc c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose pour ne pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants à l'UOB. Donc, moins d'étudiants, c'est-à-dire que d'autres, ils peuvent se chercher à l'étranger. Tu vois que parce que là-bas, il y a beaucoup qui partent et après, il n'y a pas le travail. Nous tous, on connaît comment ça se passe au Gabon. Moi, je pense tout d'abord, avant tout, que c'est un problème d'État en fait, parce que l'UOB ne grève pas pour rien. C'est forcément, il y a une cause quelque part et on doit mettre de l'accent sur cette cause, sur le problème en fait. Et le problème ici, je ne pense pas réellement que ce soit un problème des professeurs. Je ne pense pas. Si grève, c'est parce qu'il y a un déficit de matériel et tout ça en fait. C'est un peu tout ça en fait. Et si les solutions que nous pouvons apporter, c'est que l'État puisse renforcer l'équipement de l'UOB. Les conditions d'apprentissage, plus personnellement, moi, je n'ai rien à dire parce que le gouvernement connaît. Le gouvernement est conscient de toutes les conneries qui se passent à l'UOB. À l'UOB, on vend le tabac, à l'UOB, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Même l'enceinte, même l'établissement, tout cela, ça a à refaire. Beaucoup de choses qui ne passent pas dans ce pays-là. Moi, je ne comprends pas où le pays est en train d'aller. Ce que je propose comme solution, c'est que j'attire plus précisément l'attention du président, que lui-même il prenne ses responsabilités. Parce que, il a dit, il connaît tout. Il connaît tout. Il sait ce que les jeunes étudiants ont besoin pour améliorer l'enceinte de l'UOB. Nous, les jeunes étudiants, quand je pense qu'un étudiant d'Omar Bongo, un étudiant de l'université Omar Bongo, fait peut-être 5 ans ou 2 ans en première année, ou en deuxième année, en fait, c'est pas normal, quoi. C'est pas que les étudiants ne travaillent pas, mais des fois aussi, c'est le cadre d'apprentissage, l'environnement dans lequel on apprend, qui ne nous motive pas de fois, quoi. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Professeur Mathurin Ovono-Hébert, je rappelle que vous êtes le président du SINEC section UOB, Abdoul Kader, délégué général aux affaires académiques de la mutuelle des étudiants de l'UOB. Vous voyez, le tableau, il est peint en noir, tout est sombre au sein de l'UOB. Professeur Mathurin, tout à l'heure Abdoul Kader parlait du décret 148 qui vient comme ça annuler le décret 404. Alors vous, au niveau du SINEC, qu'est-ce que ça vous dit? Parce que ça pose trop de problèmes, ce décret 148. Oui, ça pose problème, puisque si ça ne posait pas de problème, les étudiants ne manifesteraient pas. Le représentant de la mutuelle des étudiants l'a bien expliqué tout à l'heure. Lorsqu'on abroge le 404, la loi n'est pas rétroactive. La loi ne doit pas être rétroactive. Et le problème que nous avons avec la tutelle est celui-là, justement. Le 404, vous voulez, l'État est conscient que le 404 était budgétivore, j'en conviens. Mais s'il faut prendre un autre décret, mais ce décret
ne doit pas concerner ceux qui sont déjà concernés par le 404. Alors, on prend un décret 148 qui concerne les bacheliers de l'année de prise de décret et qui va les accompagner. Alors donc, le 404 doit accompagner ces étudiants jusqu'à leur sortie. Lorsqu'on annule le 404 et que les étudiants concernés par le 404, les étudiants que le 404 accompagnés sont concernés par le 148, il y a un problème. Le problème, il se pose à ce niveau. Un autre problème aussi, c'est celui de l'université numérique qu'il y a au sein de la bibliothèque de l'UOB. Pourquoi ça poserait il problème, professeur? Alors, Monsieur Djoko, je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, c'est aberrant que la première université gabonaise ne soit pas arrosée de Wi-Fi, d'Internet, connaissent des problèmes de connexion. Non, la plus grande aberration, c'est que lorsqu'on est conscient, la tutelle est consciente de ce problème à l'université Omar Bongo. Et la tutelle vient quand même installer son université numérique à l'université Omar Bongo ou à la bibliothèque universitaire. Une bibliothèque universitaire qui jusqu'à présent est interdite d'accès aux étudiants. Vous comprenez? Donc, c'est ça le malaise. Elle est alors faite pour qui, cette université, finalement? Si les étudiants n'ont pas accès à cette université numérique, elle est faite pour qui? Est-ce que c'est une université dans une université? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? Ce qui est expliqué, le représentant de la mutuelle prendra la parole tout à l'heure, ce qui est expliqué... Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. On nous fait signe de l'autre côté que le temps est terminé. Ce qui est expliqué, c'est que la réhabilitation n'est pas encore allée à son terme. Donc, la bibliothèque ne peut pas être ouverte aux étudiants. Mais curieusement, la bibliothèque ne pouvant pas être ouverte aux étudiants, elle est quand même ouverte aux étudiants de l'université numérique. Vous voyez, c'est ça l'aberration. Oui, Abdulkader, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, concernant l'université numérique, le professeur l'a si bien dit, la bibliothèque n'est pas ouverte aux étudiants de l'université Omar Bongo. C'est-à-dire l'espace qui leur est dédié pour la consultation des ouvrages. Mais l'espace du corps administratif, c'est-à-dire les enseignants et autres, qui pouvaient venir faire leurs travaux, parce qu'il y a des PC, il y a des ordinateurs portables qui sont posés là-bas, et des fixes, et c'est là qui abrite désormais l'université numérique. Mais moi je vous dis, c'est comme on dit toujours, c'est une volonté politique, parce que cette université a vu le jour pendant le mandat de notre ministre de tutelle. D'ailleurs, il y a quelques jours, la semaine dernière, il est encore venu pour l'inaugurer. Et cette université a désormais un recteur, chose que moi j'ai découvert à la télé. Donc, c'est une université comme l'université Omar Bongo. Comme une université dans une université. Bon, que ce soit une université dans une université, ça, je ne peux pas m'aventurer dans ça. Mais c'est vu que mais disons les choses telles qu'elles sont. Vu que c'est au sein de la bibliothèque de l'UOB, ça veut dire que c'est une université dans une université. Ce qui est une incongruité. Certainement, c'est peut-être qu'on veut repartir à l'ancien système parce que avant l'université du Gabon, l'université nationale du Gabon regroupait toutes les universités. Je ne sais pas si c'est dans ce système que nous voulons repartir. Parce qu'avant, on avait l'Institut de gestion à l'époque. Si on retrace l'histoire, on avait l'université de santé qui était aussi là, à l'université Omar Bongo. Mais aujourd'hui, si on retrouve l'université numérique, je ne sais pas si c'est une volonté du politique de concentrer à nouveau les universités au sein de l'université Omar Bongo. Ça, je ne sais pas. Mais c'est que je sais... Il faut dire les choses clairement. L'université numérique a son site. C'est juste à proximité de Palme d'Or, en face de l'université Omar Bongo. Et nous ne savons pas ce qui se passe avec ce site. Vous voyez? Donc, nous pensons que s'il faut héberger, s'il faut lancer les activités de l'université numérique du Gabon avant la fin des travaux du site qui lui est dédié, vous comprenez? Qu'on aille, que la tutelle, dont c'est le projet phare, aille chercher des locaux ailleurs. Non au sein de l'université Omar Bongo qui manque d'infrastructures numériques et qui décrit déjà des effectifs pléthoriques dans des amphis. Alors monsieur, on me fait signe à l'oreillette qu'il nous reste une petite minute à passer encore ensemble. Je vais commencer par vous, ce sera votre mot de fin, Abdulkader. Vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse y avoir de la sérénité au sein de l'université Omar Bongo? Si on vous demandait de faire la proposition, très rapidement. Je vais terminer par autonomie financière et autonomie financière. Alors, vous, professeur Mathurin Ouvono. Autonomie financière.
en commençant par blanchir l'année en cours. Pendant cette année, on réfléchit à la véritable autonomisation de l'université. Tout simplement. Merci à vous, professeur Mathurin Ovono-Hébert. Je rappelle que vous êtes le président du SNEC, section UOB, qui est le syndicat national des enseignants chercheurs. En face de vous, à ma gauche, on avait Abdoul Kader, délégué général aux affaires académiques de la mutuelle des étudiants de l'UOB, parce qu'il y a la mutuelle des enseignants qui est en gestation. C'est ça? C'est bien ça. Merci à vous, monsieur, d'être passé sur ce plateau. C'est vrai qu'en une heure, parler des problèmes de l'UOB qui datent depuis des années ne suffira pas. On ne pourra pas tenir sur une heure. On aura d'autres plateaux dédiés à cette question qui est une question cruciale pour les gouvernants, mais aussi pour les étudiants et nous aussi, les parents. Merci à vous, messieurs, d'être venus cet après-midi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés devant vos petits écrans. On se retrouve certainement demain avec un autre thème et d'autres invités dans votre séance de 13h. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Vous pouvez tout de même regarder toutes les autres émissions qui sont déjà passées sur notre page Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. À demain.